On va commencer avec le traditionnel vote. Pour le prochain épisode, on parlera adaptation du King. Je vous propose de nous intéresser aux différentes adaptations de ça, ou It, ou à différentes adaptations de Misery. Nous sommes en 2010, sortie du premier iPad, un volcan islandais qui bloque l'Europe et pire encore inspirera le titre d'un film de Danny Boone quelques années plus tard. Le tout avec la chanson de l'année qui rentre le plus en tête et rend totalement fou. No! God, please, no! No! Côté cinéma, le blockbuster américain vit une période de transition. Le film de super-héros confirme sa toute nouvelle suprématie avec les triomphes récents du Dark Knight, de Hancock ou Iron Man qui vient tout juste de poser les bases de ce qui deviendra le MCU. En parallèle, on tourne beaucoup sur des grosses franchises, qu'elles touchent à leur fin comme Harry Potter, soit toutes fraîches comme Twilight, ou en plein reboot comme Star Trek et Sherlock Holmes. Et puis évidemment, James Cameron a créé malgré lui une course à la 3D avec le carton historique d'Avatar. C'est dans un tel contexte que débarque Inception de Christopher Nolan. Remarqué par des films plus indépendants comme Memento ou Insomnia, il est arrivé sur les devants de la scène avec Le Prestige et sa relecture de l'univers de Gotham. La presse comme les spectateurs voient en lui un nouveau génie du cinéma de divertissement, un véritable auteur capable d'imposer sa patte, d'établir un cinéma au savoir-faire artisanal qui parvient tout de même à plaire au plus grand nombre. Une espèce qui commence à se faire rare à Hollywood à l'aube des années 2010 et qui ne fera que se confirmer malheureusement dans les années à suivre. A l'origine, Christopher Nolan imaginait Inception comme un film d'horreur sur le rêve et l'inconscient, avant d'aller vers un film de casse bien plus spectaculaire et un pur blockbuster. Inception sort avec son méga casting XXL, Leonardo DiCaprio en tête évidemment, et écrase tout sur son passage. Dans le film, on va suivre l'histoire de Cobb et sa bande, embarqués dans une mission périlleuse, implanter une idée dans l'inconscient d'un individu par le moyen des rêves. Un postulat original, ambitieux et volontairement complexe. À la sortie, la presse adore, le public aussi, on entend partout que c'est le meilleur blockbuster what the fuck qui te retourne le cerveau, que tu dois absolument le voir 10 fois pour tout comprendre, on n'avait rien vu de tel depuis Matrix, les fans spéculent sur la toupie finale pendant des années, d'ailleurs, spoiler alert, c'est la réalité. I said, I don't understand when dreaming, when is it a dream and when is it reality? He said, well, when you're in the scene, it's reality. So get that. If I'm in it, it's reality. If I'm not in it, it's a dream. Au final, il faut avoir vécu dans une grotte depuis 12 ans pour ne pas avoir vu ou ne serait-ce qu'entendu parler de ce film. Et je vais rejoindre l'avis global sur plusieurs points. Oui, c'est du beau travail artisanal comme on aimerait en voir plus souvent à Hollywood. Oui, le concept est fort et le jeu de piste de l'écriture a un côté ludique et stimulant. Mais là je vais choisir très soigneusement mes mots parce que je ne suis pas complètement suicidaire et je sais qu'oser critiquer Christopher Nolan et Inception sur YouTube, c'est potentiellement ouvrir la porte à une déferlante d'insultes et de menaces de mort. Je le répète, je trouve le film globalement réussi et bien au-dessus du lot du tout venant hollywoodien. J'ai majoritairement deux problèmes avec le film. Premièrement, c'est bien plus intelligent qu'un blockbuster lambda, mais ça en est beaucoup trop conscient. Nolan aime le cinéma de petits malins, et il ne peut pas s'empêcher de rappeler toutes les 5 minutes à quel point son film est brillant et complexe. Bookstore, cafe, almost everything else is here too. Who are the people? Projections of my subconscious. Yours? Why are they all looking at me? Because my subconscious feels that someone else is creating this world. What's happening? Cobb's drawing Fisher's attention to the strangeness of the dream, which is making the subconscious look for the dreamer. Ce qui fait qu'avec Inception, on a l'impression de passer un film entier devant un tutoriel ou le début d'un jeu vidéo. Toutes les 5 minutes, on nous réexplique les règles. À chaque niveau, à chaque progression, à chaque retournement, les personnages ne vont faire que de l'exposition. Et vous avez sûrement entendu l'expression « show don't tell » pour décrire le cinéma. L'idée est de faire comprendre par l'image, sans avoir à l'expliquer avec des mots comme si on était dans un roman. Inception, c'est l'exemple type du film qui dit au lieu de montrer.
En fait, même quand il le montre, les dialogues verbalisent ce qui se passe à l'écran. On a l'impression que Nolan a tellement peur de perdre le spectateur en route, autrement dit, il a tellement peur que nous soyons tous débiles, qu'il nous guide pas à pas. Il nous prend par la main et nous rassure au point de surexpliquer chaque détail. D'ailleurs, il l'a lui-même confié lors d'une interview pour Deadline. Il devait absolument rassurer les producteurs sur le fait que son film serait compréhensible. Dans cette interview, il déclare « Je leur ai dit, un niveau est dans la pluie, l'autre de nuit, à l'intérieur, l'autre est à l'extérieur dans la neige. Même en gros plan, tout le monde pourra savoir à quel niveau on se trouve. On est à 2 doigts d'imposer un code couleur pour ne perdre personne en route. » On pourrait me répliquer que c'est avant tout un blockbuster. Et oui, c'est évident qu'on ne va pas mettre le public dans un état de confusion totale. Quand on va voir un gros blockbuster d'action, on ne cherche clairement pas à découvrir une bizarrerie expérimentale façon Inland Empire, face à laquelle on ne va rien comprendre pendant 3 heures. There have been no calls today. Cela dit, si on a souvent comparé Inception à Matrix dans le genre blockbuster complexe qui mérite plusieurs visionnages, il faut bien avouer que le film des sœurs Wachowski est bien plus obscur. Et encore, le premier volet reste très accessible par rapport au deuxième et au troisième opus qui acceptent totalement d'égarer les spectateurs. Et le 4, c'est encore une autre affaire, même s'il me semble qu'il soit bien plus clair dans ce qu'il essaie de raconter. Je pense qu'il y a chez les Wachowski un vrai courage de la radicalité. Plus le temps avance, plus elles ont eu confiance en leur cinéma, et plus elles ont assumé de confronter le public à des expériences réellement complexes, sans les tenir par la main. Et dans le genre, je pense au sublime Cloud Atlas dont on a déjà parlé sur la chaîne il y a quelques mois. A l'inverse, Christopher Nolan décide de ne pas trancher. Il veut à la fois faire quelque chose de plus grand qu'un blockbuster, sans jamais perdre le public. Il veut qu'on trouve son film brillant, sans jamais avoir suffisamment confiance en sa mise en scène pour ne pas nous le rappeler toutes les 2 scènes. Le deuxième point qui me gêne dans Inception, c'est l'occasion manquée. Avec le budget dont le film dispose, la thématique des rêves, Nolan avait de quoi offrir une extravagance visuelle incroyable. Vraiment, dans les transitions, dans l'exécution technique, il y avait un champ infini de possibilités. Et si c'est du très beau travail technique, très propre, avec quelques jolies visions de temps à autre, j'avoue l'avoir un peu mauvaise de constater à quel point Inception se limite à une imagination bancale. On a des rêves pour créer tout ce qui est imaginable, et on débarque dans des niveaux qui sont des hangars, un hôtel, une base militaire. Un film qui pourrait nous offrir une suite ininterrompue de séquences comme celle de Paris qui se déforme et se plie, nous enferme dans des hangars vides et gris. Et qu'importe l'efficacité de ces séquences, notamment celle de l'hôtel qui est particulièrement bien écrite et rythmée, j'avoue ne pas pouvoir m'empêcher de ressentir une vraie frustration. Au final, Christopher Nolan offrait des visions bien plus fantasques, proches du rêve, dans un film comme Le Prestige. C'est cette folie visuelle-là que je rêvais de voir dans Inception. Ceci étant dit, prenez le temps de bien vous énerver en commentaire et venons-en au deuxième film de cette vidéo. Parce qu'il n'est pas rare, sur le Twitter ciné, sur des forums cinéphiles en commentaire, de voir des accusations assez sérieuses quand on parle d'Inception. D'après certains passionnés, le film serait un plagiat. Il aurait tout piqué à un autre film, et le film en question c'est Paprika de Satoshi Kon. Preuve à l'appui d'ailleurs, d'après ses fans, c'est du copier-coller. Alors vrai plagiat ou réalité plus complexe? Avant de répondre à cette question, parlons un petit peu de Paprika. Sorti en 2006, Paprika est un film d'animation japonais, le tout dernier long métrage du cinéaste Satoshi Kon avant sa mort.
Au passage, pour découvrir plus en détail qui était ce cinéaste aussi complexe que passionnant, je vous recommande très chaudement le documentaire Satoshi Kon l'illusionniste. C'est réalisé par Pascal Alex Vincent, c'est sorti en 2021, et vraiment c'est une mine d'or d'informations sur la vie et la carrière de Satoshi Kon. Et puis on est loin d'être dans un hommage naïf, idéalisé, le documentaire ne nous épargne pas non plus la face sombre du cinéaste. Paprika est adapté d'un roman éponyme, écrit par Yasutaka Tsutsoi, et pour la petite anecdote improbable, en 2010, le cinéaste Wolfgang Petersen en avait racheté les droits pour une adaptation live à Hollywood. Le projet est évidemment à l'arrêt total, d'autant que Peterson nous a quittés en août dernier. Alors Paprika, de quoi ça parle? La décémini, une machine révolutionnaire, permet d'entrer dans les rêves des gens. Elle est utilisée à des fins psychothérapeutiques pour soigner notamment les traumatismes et sonder l'inconscient des patients. Mais voilà, un individu malfaisant vole plusieurs décémini. Son objectif? Implanter des idées dans l'inconscient des gens pour brouiller la frontière entre rêve et réalité. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit air de déjà-vu? Paprika est à l'image de quasiment tout le travail de Satoshi Kon. Autrement dit, c'est fou furieux, tant dans l'imagerie que dans l'écriture. On parlait tout à l'heure de perdre le spectateur, et ça n'était clairement pas une crainte chez Satoshi Kon. Même sur le format sériel, avec Paranoia Agent, Kon tisse une œuvre labyrinthique, trouble, dans laquelle on ne peut que s'égarer. Un questionnement constant sur les limites entre rêve et réalité, entre hallucination et perception concrète, identité et dédoublement. Et dans ce film, il trouve un des équilibres les plus fascinants de sa filmographie avec toutes ces thématiques. Paprika, c'est un numéro d'équilibriste. Un récit d'une profondeur folle, avec d'innombrables niveaux de lecture, mais qui fonctionne quand même sacrément bien au premier degré. On peut y voir une quête de pardon de soi, une plongée au cœur des regrets et des cauchemars, une réflexion sur la valeur de l'art et des souvenirs, un récit profondément mélancolique et triste, ou tout simplement un pur thriller de science-fiction hallucinant de suspense et d'idées folles de mise en scène. On voit également dans le film de Satoshi Kon une réflexion méta sur sa propre filmographie et sur le cinéma de façon plus générale. Que ce soit dans la passion de Paprika pour les films, dans les posters en dehors du cinéma, qui sont littéralement tous les autres films de Satoshi Kon, ou dans le parallèle que fait le film entre cinéma et rêve. Comme pour les rêves, le cinéma est un moyen d'échapper quelques heures à la réalité, d'entrer dans un monde de liberté où toutes les extravagances visuelles et imaginaires sont autorisées. Mais Paprika nous met tout de même en garde. Toutes les déviances de la décémini viennent dangereusement brouiller les frontières entre rêve et réalité. L'addiction au cinéma pour s'évader peut nous faire perdre le contrôle. Satoshi Kon déclarait ainsi « Je pense que ça constitue un danger si vous allez entièrement vers ce monde vibrant, coloré et séduisant. Les pièges sont nombreux, particulièrement si vous laissez votre vie réelle se détériorer en parallèle. » Et sur ce point également, on peut faire un pont évident entre Paprika et Inception. Christopher Nolan utilise son film comme une métaphore du cinéma. Dans Inception, chaque personnage représente une profession différente de l'industrie cinématographique. Ils doivent tous collaborer pour donner vie à un rêve gigantesque, autrement dit un film spectaculaire. Les décors, le choix des acteurs, la mise en scène ou le choix de temporalité qui relève du montage. Mais même en faisant de ce rêve cinéphile une épopée collective, tout le but d'Inception, c'est de rentrer à la maison, de ne pas s'égarer dans le rêve pour retrouver la réalité, retrouver même la famille, ce qu'il y a de plus concret. Ça peut nous évoquer l'héroïne de Paprika qui reviendra à la réalité par amour, là encore, pour quelque chose de tangible dans le monde réel. Ce qui nous ramène à notre interrogation. Inception emprunte la thématique, une certaine structure narrative, des symboliques et même des plans chez Paprika. Est-ce un plagiat pour autant ? Au risque de décevoir ceux qui sont venus pour du scandale, des disputes, non. Non, on ne peut honnêtement pas affirmer que Nolan a volé tout son film à Satoshi Kon. Parce que même s'ils partagent beaucoup de points communs, Inception et Paprika ne racontent pas du tout la même chose. D'un côté, on a un film d'animation à la durée assez courte, qui est une sorte de course incessante lors de laquelle on se perd de plus en plus. La mission collective n'est pas d'implanter une idée, mais de chercher celui qui les implante, et de sauver une réalité qui est concrètement transformée par les rêves, qui virent au chaos. De l'autre, on a un blockbuster à la narration bien plus longue et classique sur la forme.
Des personnages principaux bien identifiés, un objectif simple, et même en descendant de niveau en niveau, on garde une distinction évidente entre rêve et réalité. Les personnages ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes, et au-delà des quelques plans qu'on a vus plus tôt évidemment copiés sur Satoshi Kon, les univers visuels des deux œuvres sont radicalement différents. Paprika étouffe son spectateur avec des décors anxiogènes, un univers de carnaval macabre. On trouve des visions d'horreur, des références aux films noirs, au fantastique, à la science-fiction et même au western. C'est un condensé de genres et d'idées visuelles à la seconde. Là encore, malgré sa grande originalité dans le paysage du blockbuster américain, Inception reste bien plus sage et linéaire. On a l'esthétique assez sombre du cinéma de Nolan, des codes esthétiques très précis, et au-delà de quelques extravagances assez géniales, on reste sur une mise en scène tout sauf expérimentale. Donc même s'ils partagent une base commune, les deux films vont dans des directions opposées. D'ailleurs, cette base commune, elle est quand même assez vague. Le rêve au cinéma, il a été traité de centaines de façons différentes. Et au final, même si on retrouve des similitudes dans les concepts qui lient Paprika et Inception, notamment la technologie qui sert à appréhender le rêve de manière tangible, ça ne veut pas dire pour autant que Christopher Nolan a volontairement été tout copié sur son collègue japonais. Un cinéaste comme David Lynch a littéralement passé toute sa carrière à s'intéresser au rêve. Et malgré cela, entre Eraserhead, Lost Highway ou Mulholland Drive, le rêve n'est jamais le même. Autre exemple totalement différent, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, lui aussi, aborde un rêve qu'on tente d'appréhender par la technologie. Mais le fait qu'il soit sorti en 2004 ne signifie absolument pas que Satoshi Kon s'en est inspiré pour Paprika. Total Recall, Matrix, L'échelle de Jacob, les Freddy, les films ultra référencés qui utilisent le thème du rêve tout en recyclant des dizaines d'inspirations différentes, il y en a des tonnes. À vrai dire, je suis à peu près sûr que s'il n'y avait pas eu ces quelques secondes de plan, pour le coup complètement copiés de Paprika, personne n'aurait parlé de plagiat pour Inception. On aurait plutôt parlé d'inspiration. Une inspiration parfois évidente, mais qui ne va jamais jusqu'au plagiat. Tout comme George Lucas s'est évidemment inspiré du cinéma de Kurosawa pour Star Wars, sans qu'on ne puisse parler de pur décalque. Un cinéaste se doit d'être avant tout un cinéphile. Et forcément, au fil de ses références, au fil des séquences regardées, accumulées, il va retranscrire dans son œuvre une part de ce qui l'a marqué, de ce qui a guidé son parcours artistique. Mais il y a cependant une nuance. Pour reprendre l'exemple de George Lucas, il n'a jamais caché son admiration pour Kurosawa. On trouve d'innombrables interviews lors desquelles Lucas répète tout le bien qu'il pense de la forteresse cachée, Ran, les 7 samouraïs, Yojimbo, etc. It's hard to really appreciate the true genius of Kurosawa, I think. Et c'est là qu'il y a une certaine ambiguïté de la part de Christopher Nolan. À ma connaissance, le cinéaste n'a jamais parlé de Satoshi Kon. Je serais ravi d'avoir la preuve du contraire en commentaire si vous avez des liens, mais j'ai beau y chercher des interviews vidéo ou écrites, aucune trace officielle de reconnaissance de sa part. Et même s'il l'a fait, et si ça se limite à une seule interview, le simple fait qu'on doive chercher à ce point montre à quel point sa démarche peut laisser douter. Et même si son film reste original à 95%, pour quelques thématiques et surtout pour cette poignée de plans incroyables, il aurait largement pu, il aurait même largement dû, rendre un hommage plus clair à un maître qui a évidemment inspiré son travail. Le répéter en interview, tout comme il a répété au monde entier que 2001 l'Odyssée de l'espace l'avait guidé pour Interstellar. On peut plaider la copie inconsciente, un phénomène psychologique passionnant à étudier au passage, l'oubli ou que sais-je, mais de simples déclarations médiatisées, officielles, suffiraient à faire taire les théories qui cherchent le plagiat de partout. D'autant que cette injustice, l'œuvre de Satoshi Kon ne cesse de la vivre à Hollywood. Parce que si une dizaine de secondes vous choque dans Inception, alors il faut plus que jamais mettre sur la table un débat sur la ressemblance troublante entre Perfect Blue et Black Swan. Déjà, après la sortie de Requiem for a Dream, Satoshi Kon avait manifesté son mécontentement envers les emprunts très appuyés de Darren Aronofsky. À l'époque, Aronofsky lui avait assuré qu'il s'agissait d'un hommage, mais ça n'était pas du tout passé auprès du cinéaste japonais. その前に当然そのレクイエム・フォー・ドリームを見たんですけど、これとですね、このカットね、俯瞰で風呂にこの2カットまんまアングルも構図も同じで、本人に会って確認したらオマージュだって。オマージュですよ、私に、この私に。
かぶってますよね。かぶってるっていうかパクリなんじゃねえのみたいな。Et là, on touche du doigt une réflexion intéressante. Dans une interview écrite plus détaillée, Satoshi Kon déclarait qu'il s'était senti pathétique et impuissant dans cette situation, car la personne lui rendant hommage avait bien plus de célébrité, de moyens et de reconnaissance que lui n'en aurait jamais. Et c'est difficilement niable. Quand un grand nom hollywoodien décide d'emprunter à des cinéastes moins connus, même avec les meilleures intentions du monde, il contribue souvent à invisibiliser encore un peu plus le travail des auteurs d'origine. En quelque sorte, ces cinéastes hollywoodiens brillent grâce à des cinéastes qui n'auront jamais leur temps de gloire et auxquels ils ne rendent que difficilement justice, voire ne les citent pas du tout. En étant l'industrie cinématographique la plus médiatisée au monde, Hollywood a souvent eu l'orgueil de se croire au-dessus de tout. De penser que rendre hommage aux petits cinéastes étrangers que personne ne connaît aux États-Unis était en quelque sorte leur filer un coup de pouce, leur faire honneur. Bien sûr, le cinéma est toujours référencé, on n'y échappera pas. Mais plutôt que de leur rendre des hommages, même courts, pas totalement assumés, le meilleur moyen d'honorer ces cinéastes sera toujours de promouvoir leurs œuvres, pas de piocher dedans. Et quand on pioche, d'avoir au moins la décence de citer ses inspirations de manière claire, afin que tout spectateur un minimum informé puisse le lire ou l'entendre. Au final, pour trancher une dernière fois la question de notre vidéo, non, Inception n'est pas une copie de Paprika. Tout simplement parce que Paprika a une originalité, une folie, une maestria artistique dont Inception ne parviendra jamais à s'approcher, même de loin. Et d'ailleurs, là où tout l'enjeu de nos héros dans Inception tourne autour de l'implantation d'une idée dans l'esprit, une critique de Film School Reject soulignait le fait que dans Paprika, cette implantation est qualifiée de terrorisme psychologique. Peut-être bien un ultime pied de nez de la part de Satoshi Kon adressé à la machine à rêve hollywoodienne. La revendication d'un cinéma qu'il voulait original, libre, émancipé plutôt que dominant. La position de force du président n'est jamais enviable dans Paprika. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de voter en commentaire, de partager la vidéo, de soutenir si vous en avez les possibilités, les moyens. Bref, merci beaucoup. On se retrouve très vite.